Alors, bon, let's go. Merci François pour l'introduction. Alors avec nous, Simon, on va vous présenter le sujet du canyonisme, une activité qui a été intégrée au sein de Spéléo Québec depuis à peu près 2000. En 2018, Spéléo Québec a officiellement commencé à chapeauter la pratique du canyonisme avec l'élaboration à l'époque. La première version du règlement de sécurité qui va peut-être falloir revoir, mais en tout cas, c'était les débuts. Puis, alors le canyonisme au sens pratique libre, c'est-à-dire pratique où on n'a pas un guide avec nous, on n'a pas un prestataire de service qui nous emmène, ça existe depuis, si je ne dis pas de bêtises, 30 ans, peut-être 40 ans. À la base, là, puis ça c'est ce qu'on m'a dit, je n'étais pas là, mais à l'époque, c'était les spéléos qui cherchaient des endroits pour s'entraîner, faire de la verticalité. Quelqu'un, par exemple, Chute Jean Larose, justement, qui allait s'entraîner sur des sites de canyoning. Parce que la verticalité dans les cavernes ici au Québec fait que le canyon, ça permet d'offrir en quelque sorte un lieu de pratique similaire à une grotte. C'est comme si en fait, c'est comme si on était sous terre en train de descendre un puits avec un cascade d'eau, puis mais sauf qu'il n'y a pas de toit, il n'y a pas de. C'est sûr que je voudrais un peu l'impression. Qui c'est qui connaît pas du tout le canyonisme? Tout le monde. OK, parfait. Non, parce que je veux pas aller trop dans le détail si tout le monde sait c'est quoi, mais fait que et dans le cadre de cette présentation avec Louis Simon, on va vous parler de canyon d'aventure et aussi d'exploration. Canyon d'aventure, bon, c'est pour dire que c'est des classiques qu'on connaît, qui sont pas forcément visités souvent, donc il y a quand même un certain engagement quand on y va, et aussi d'exploration. Je reprends des termes de spéléo, l'exploration, c'est-à-dire que encore ici, on va se limiter au Québec ici, là, mais on peut faire de l'exploration, donc c'est-à-dire descendre des canyons ou des cours d'eau encaissés pour la première fois. C'est-à-dire qu'on découvre pas de la même manière qu'on découvre une grotte, mais on est quand même les premiers à faire la première fois la descente, comme un grimpeur dirait, j'ai fait la première fois l'ascension de telle montagne. Alors, qu'est-ce que le canyonisme? Ça, alors juste peut-être, là je reviens un peu, là, ça c'est la chute du diable, justement au Saguenay, une chute de 41 mètres, assez avec un gros débit, qui est une chute assez sportive à franchir. Assez arrosée. Assez arrosée, puis notamment un bassin où il y a des mouvements d'eau où, pour faire à peu près 10 mètres, ça peut prendre 2 minutes de nage parce qu'il y a tellement de drossage, etc., que c'est assez sportif. Ici, on est sur un site un peu plus accessible, qui est plus proche aussi. C'est le site de Chute à Bulles dans l'Anaudière. Donc, Louis Simon pourra vous en parler, s'il l'a exploité avec sa conjointe pendant quelques années. Et donc, tu vois, bon, après aussi, là, il y a des projets de faire du guidage avec Spéléo Québec sur ce site. Alors, qu'est-ce que le canyonisme? Le canyonisme, dans le fond, ça consiste à descendre des cours d'eau, encaissés ou pas vraiment, avec... des techniques de corde, donc ce qu'on sait faire avec la spéléo. La seule différence, c'est qu'au lieu d'équiper chaque puits puis remonter, ben, on va frapper nos cordes à chaque cascade. Ça va aussi nécessiter de nager, de marcher dans des cours d'eau, etc. Et donc, là, toutes ces cordes-là, on va les rappeler au fur et à mesure qu'on descend nos chutes. Donc, les techniques changent par rapport aux techniques de spéléologie. Et aussi, parce qu'on va se retrouver souvent dans l'eau, puis des fois il fait vraiment froid, on va avoir des combinaisons néoprènes qui vont justement nous protéger du froid, puis aussi un peu des chocs et tout ça. Là, ça ne rend pas comme à la maison. Là. Les principaux secteurs de pratique. Alors là, j'étais un peu déçu, parce que ça, c'est une capture écran qui vient d'un site de Ressources Québec où ça illustre un peu la topographie du Québec. C'est-à-dire que vous avez compris que pour faire du canyon, ça va nous prendre un certain dénivelé, ça va nous prendre des cours d'eau assez alimentés, parce qu'on aime ça quand il y a un caractère aquatique. Et présentement, les secteurs qui ont été très exploités, très explorés puis exploités aussi par les prestataires de services, ça va être tout le côté de Québec jusqu'au Saguenay et aussi la Gaspésie. Le Saguenay, on verra tout à l'heure, on a une portion là-dessus. C'est un secteur qui a été exploré assez récemment. Puis aussi récemment, Chute à Bulles qui a été exploré, équipé et même fait l'objet de nombreuses visites ces dernières années. C'est un secteur plus près de Montréal, parce que vous voyez que les autres secteurs, c'est quand même pour faire quelques minutes de voiture. Exact.
Là, je me rends compte que tantôt, c'était pas les photos de Jacques qui avaient l'air très, très vieillot, là. En question, c'est le projecteur. C'est le projecteur. Ça a l'air d'une vieille carte, là, des années 50. Parce que sur l'écran, ça C'est vrai que sur l'écran, c'est pas le même rendu. c'est pas le même C'est le rendu. canyoniste dans les années 50. Et comme dirait Louis Simon, c'est vrai que, bon, mettons qu'on parte de Montréal, bon, sur une fin de semaine, aller faire des canyons au massif de Charlevoix, tout ça se fait encore. Saguenay, ça se fait aussi. Mais Gaspésie, là, tu ne pars pas sur une fin de semaine, là, ça te prend plusieurs jours. Puis on verra si on veut aller explorer d'autres secteurs là, qui sont loin, encore plus loin, là, il faut que tu prévois plus de temps encore. Et c'est encore plus près. L'Outaouais, est-ce qu'il y a du potentiel? Ouais. Alors, je continue. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça c'est une photo qu'on a prise en octobre 2023 avec Samuel Bazetto, pour ceux qui connaissent, dans le Saguenay. Et là, on a descendu, donc là, on a exploré, on a découvert une nouvelle chute, une cascade de plus de 100 mètres, qu'on fractionne, hein, qu'on ne descend pas d'une chute, d'une shot. On va faire plusieurs rappels. Mais tout ça pour dire que, à l'instar de la spéléologie, dans le canyonisme, on a la chance de pouvoir faire de l'exploration. Donc, comme je disais tout à l'heure, la notion de première descente quelque part. Oui, les ruisseaux, les cours d'eau sont déjà connus via les cartes, etc. Mais dans le mode canyonisme, on peut encore faire dans notre domaine des découvertes. Alors, il va y avoir deux volets dans cette présentation. La présentation d'une classique, d'un canyon qui est connu, mais qui n'est pas tant fréquenté, qui reste terrain d'aventure, puis aussi la présentation d'un projet d'exploration. Comment ça a été mené, les résultats que ça a donné. Alors, je vais laisser la parole à Louis Simon, qui va nous parler d'une classique qui s'appelle la chute Hélène en Gaspésie. Alors, c'est une classique, la dernière fois qu'on y a été cet été, là, mais la dernière fois qu'on y avait été, c'était il y a 8 ans. Et quand on est retourné cette année, là, il a fallu qu'on réinstalle nos ancrages, il a fallu qu'on reparte à zéro. Donc, quand on dit classique, il faut faire attention. C'est classique, mais il y a tellement la communauté de canyonisme au Québec est très, très petite. Donc, effectivement, il peut y avoir une cascade qui s'est descendue il y a 8 ans de ça. Puis toi, tu retournes, c'est presque la première fois rendu là. Tu trouves des vestiges un peu des personnes qui l'ont fait avant toi, mais tu te sens vraiment en première aussi. Même si tu sais que bon, quelqu'un l'a déjà descendu, donc les obstacles, ça doit être faisable. Il l'a fait. Il a venu envie, fait qu'il l'a fait. Mais après, il faut se renseigner. Est-ce qu'il l'a équipé avec des techniques légères, avec vraiment des ancrages minimalistes, en acier, pas inoxydable, qui a été corrodé? Est-ce qu'il a bien placé ses ancrages? Parce que à chaque crue, là, si tes ancrages sont mal placés, ben, une crue avec des bois, des cailloux peut endommager tes ancrages. Donc, quand tu revisites un canyon au Québec, très important de consulter la communauté, les personnes qui l'ont parcouru la dernière fois. Puis comme dit Louis Simon, on n'est pas nombreux dans le milieu, fait que l'information reste pour l'instant assez... il n'y a pas de topo guide que vous dites tout à l'heure quelqu'un, il faut vraiment savoir à qui t'adresser. Puis à terme, ça serait bien, là, qu'on puisse, un peu dans les projets avec Marie-Claude et Stella au Québec, c'est de collecter justement un peu plus l'information pour qu'elle soit diffusée ou praticable. Mais on n'ira pas diffuser un site qui est très technique à des débutants. Il va falloir diffuser l'information de manière adéquate. Alors, c'est bon, je te laisse présenter. Tu veux m'aider? Non, c'est bon. On va voir si on va parler devant. Oui. Donc, l'idée de faire ce canyon, on savait que c'était un canyon qui avait déjà été effectué, cette descente-là, en fait. Et puis, nous, notre idée, c'était d'y retourner pour récolter de l'information, pour équiper le canyon avec des ancrages, parce qu'on savait que ça avait été fait avec une sangle autour d'un arbre, par exemple. À la place, nous, on voulait mettre des ancrages en acier inoxydable pour pouvoir, ensuite, que si quelqu'un d'autre veut retourner, ou que si nous, on veut retourner, que ce soit plus plaisant de faire le canyon, et plus sécuritaire aussi. Donc, ce canyon-là se retrouve, en fait, dans la région ici, dans le parc régional de Matane. Donc, premièrement, il faut se rendre là-bas. On y va pour plus qu'une journée. Donc, je vais vous présenter un petit peu comment on a envisagé notre sortie, comment on s'est renseigné pour aller la faire, puis ensuite comment on a fait la sortie en question. Donc, en fait,
nous, l'objectif principal, ben, c'est la chute Hélène. Donc, la chute Hélène, c'est cette cascade-ci. En réalité, si on se rend en voiture, on rentre dans le parc régional de Matane, on fait 1h30 de voiture, on arrive après ça près d'un sentier, ben, c'est un sentier de randonnée, premièrement. Donc, il y a des sentiers de randonnée, il y a un sentier populaire qui nous amène au point ici, en bas de la chute, et puis les gens vont là, puis ah, c'est beau, ensuite ils s'en retournent. C'est un peu ça. Ou il y a des sentiers aussi qui permettent de contourner et puis d'aller plus loin, faire de la rando dans le parc. Donc, niveau intermédiaire, 8,2 km, donc c'est à peu près 4 km juste pour se rendre à la chute, une petite randonnée de niveau intermédiaire, et puis il y a quand même un petit dénivelé juste pour se rendre là-bas. Donc ça, c'est une cascade on a ici 75 mètres de hauteur, juste pour cette cascade-ci. Donc le dénivelé, on l'a ici, puis on arrive à notre chute Hélène, puis ensuite on redescend. Donc la première étape, c'est de se rendre là. La deuxième étape, c'est de faire le tour, et puis de se rendre en haut, au début du canyon, pour rentrer dans le canyon. Un des objectifs aussi, c'était de fractionner cette grande cascade. Lorsqu'on l'avait fait il y a 8 ans, avec des cordes de 80 mètres, ça frotte de partout. Il faut comprendre que la cascade, la chute, elle est bombée avec de la roche abrasive. Donc il y avait vraiment, on avait endommagé nos cordes, là on avait un peu joué avec le feu. L'idée, le mandat aussi, c'était de fractionner. Alors on l'a fait une fois, mais ça mériterait, on le verra, de le faire une deuxième fois, de fractionner la cascade pour justement minimiser les risques de frottement et d'améliorer la sécurité. Parce que nos cordes standards, on va emporter par exemple 2,60 mètres, donc ça serait bien si cette cascade-là, on puisse la faire avec 2 cordes de 60 mètres. Donc une corde pour descendre dessus et l'autre pour rappeler la corde. Donc à 75 mètres, ça prend effectivement des cordes, 2 cordes de 80 mètres. Donc ensuite, si on regarde une autre carte topo ici, ça nous donne un petit peu l'idée de la randonnée. On a un stationnement, un beau petit sentier de rando, on arrive à la chute Hélène. Nous, dans notre cas, après ça, ben, il va falloir continuer dans un autre sentier de rando pour se rendre encore plus au nord, monter sur le plateau en haut de la chute pour commencer à embarquer dans le ruisseau même qui est ici, et puis finir par justement la cascade de la chute Hélène. Une autre carte topo qu'on a trouvée à ce moment-là. On a le stationnement, on peut longer le sentier qui nous amène à la chute Hélène. Et puis l'objectif, c'était de prendre ce sentier-ci pour venir embarquer dans la rivière environ dans ce niveau-ci, et puis ensuite de suivre le cours d'eau jusqu'à temps qu'on arrive à la chute Hélène. Documenter notre parcours à ce moment-là, installer des ancrages, et puis lors de la dernière cascade, de fractionner la grande descente de 75 mètres en deux. Donc ici, on a une autre vue. Ça, c'est un lidar du secteur. Donc, on a encore la même chose. La chute Hélène qui va être la paroi très escarpée ici. Puis, on peut remarquer le cours d'eau aussi. Il y a quelques cascades dans le cours d'eau. Donc, nous, l'objectif, c'était d'embarquer dans la branche droite du grec ici. Et puis, de suivre ça jusqu'à la chute Hélène. Encore là, on ne sait jamais vraiment dans quoi on s'embarque. Est-ce qu'il y a des échappatoires? Comment est-ce que le canyon est encaissé? Parce que si les parois sont très abruptes sur les côtés, on ne peut pas sortir nécessairement où on veut. S'il y a un pépin, le débit d'eau, ça va avoir l'air de quoi? C'est sûr que l'été passé, ça a été sec tout l'été, donc on est à un niveau, un débit d'eau très bas. Donc c'est tous les trucs qu'on se pose comme question avant d'embarquer dans le canyon. Il y a lieu de noter que toutes les images des relevés de date que vous verrez dans cette présentation, on a tanné notre ami Michel Beaupré, que ce soit pour de la classique ou faire de l'exploration. On demande à Michel qui va utiliser des données qui sont accessibles sur Internet, forêt ouverte. Lui, il va utiliser un logiciel spécialisé. On sous-traite un peu la partie, on lui demande, regarde, peux-tu nous sortir cette image lidar? Parce que pour ceux qui ne savent pas, l'image lidar va nous permettre, contrairement à des images satellites, d'éliminer, si je peux dire, tout le côté végétal, et on va vraiment avoir la topographie de terrain. C'est-à-dire que là, on voit vraiment le cours d'eau. Bon là, l'écran c'est pas évident, là, mais nous on est capable de voir avec une carte bonne résolution chaque petite cascade, parce que oui, la cascade finale c'est le gros morceau du parcours, mais il y a quand même 10 cascades avant à franchir, et ça on est capable justement avec les images lidar quasiment de la topo avant même de faire l'exploration. Oui. Si vous êtes remonté si haut que ça, c'était. Est-ce que vous avez équipé aussi jusqu'à la chute? Oui. Il y a des sections que vous avez équipées. On a équipé toutes les cascades. Ah oui? Oui.
Donc, c'est pas qu'une longue cascade, mais aussi, tu as une cascade de 10 mètres, c'est quand même intéressant. Donc, c'est un très beau parcours. On a un parcours de 700 mètres en canyon, donc du point d'entrée jusqu'à la sortie, et puis un total de 10 cascades là-dessus. Et un petit peu comment ça s'est passé notre journée. Là, on est parti du stationnement à 8 heures. L'entrée du canyon, donc à peu près 7 km de marche pour arriver par le sentier ici, monter sur le plateau en haut, et puis ensuite entrer dans la rivière. Ensuite, on a passé à peu près 6 heures dans le canyon, puis dans le marche de retour 1h30. Donc, là, en plus, on a posé des ancrages. Donc, si on n'a pas à équiper, ben, à ce moment-là, ça pourrait être raccourci un peu. Donc, ça se fait quand même bien comme parcours. Avec 2 cordes de 60 mètres. C'est ça. Il y a quand même, on est quand même loin dans la végétation. Donc, juste rendre là-bas en voiture, là, si tu roules à 30 km/h sur des routes où il passe des bons gros camions avec des bons morceaux de bois. Donc, s'il arrive un pépin et qu'il y a quelqu'un qui se blesse là-bas, pour l'évacuation, c'est plus compliqué. La ville est loin quand tu là. Donc, t'es mieux de te rendre là-bas, faire un peu de camping. Le lendemain, tu pars de bonne heure, puis tu t'arranges pour avoir plus de temps dans ta journée, t'apportes une frontale, tous les trucs les règles de base, mais quand même, c'est bon de connaître les techniques, puis de prévoir quand tu es en terrain d'aventure un peu plus éloigné, comme ça. C'est loin de la chute à bulle à Selcon. Et puis, on est revenu à la voiture, il était 18 heures. Donc, ça s'est quand même bien déroulé. Ça s'est bien déroulé, mais comme tu dis, maintenant que c'est équipé avec des ancrages permanents, plus fiables, il y a moyen de clairement réduire la course pour les personnes expérimentées. Ensuite, on va parler un peu de l'hydrologie. Donc, c'est toujours bon de se renseigner au niveau du débit d'eau qu'il y a dans le canyon. Si on est sur une rivière qui est documentée, puis il y a moyen de trouver c'est quoi combien de mètres cubes est-ce qui circule dans cette rivière-là une semaine avant d'aller dans le canyon, c'est bien pratique. Dans ce cas-ci, il y avait un endroit là, où on avait... Il y a rarement une station qui nous donne le débit sur Internet pour le cours d'eau qu'on a besoin. Mais par contre, souvent ce qu'on va essayer de faire, parce que le but du jeu, c'est d'avoir un débit qui va nous dire, OK, avec le temps, on va être capable de dire pour tel débit, c'est un parcours sportif. Si on divise le débit par 2, on sait que c'est plus tranquille et que c'est plus accessible pour emmener des débitants. L'idée le but, en utilisant des débits qu'on peut trouver, qui sont quand même représentatifs du débit d'eau, c'est de pouvoir faire des corrélations entre ce débit et des difficultés d'accès, etc. Alors là, il n'y a pas malheureusement de station qui nous donne le débit de la rivière qui collecte justement le cours d'eau de la chute d'Hélène, mais le bassin versant juste à côté est équipé, enfin le bassin versant, la rivière qui en sort, équipé d'une station qui nous donne un débit. Donc c'est pas, là, je veux dire, c'est pas la grande rigueur, mais au moins on est sur un bassin versant qui est de la végétation, etc., qui est assez représentatif. On va essayer de faire des corrélations comme ceci pour que nous on puisse se donner à décider de est-ce que c'est la peine d'y aller, est-ce que c'est l'enfer, est-ce que c'est accessible, etc. Oui, comme ça, si on fait une corrélation avec une rivière voisine où il moniteur le monitoring du volume d'eau, en fait, on peut voir ici qu'on était déjà allé, nous, en projet au mois d'août 2023. Et puis, on avait une lecture de 40 mètres cubes sur la rivière Sainte-Anne. Et puis, cette année, avec la sécheresse qu'on a eue, c'était descendu à 7 mètres cubes. Donc, déjà là, le volume d'eau était beaucoup moindre. Puis, en général, quand on va quantifier ou coter un canyon, donc le niveau de difficulté, ça va être un niveau aquatique, vertical. Mais dans le niveau aquatique, c'est pas nécessairement au niveau le plus bas. Ça va être un niveau moyen dans l'année. Donc, après ça, il faut extrapoler un petit peu pour dire, OK, selon mes capacités, si ça, c'est le niveau aquatique, c'est un 3, je suis à l'aise dans du 3, si le niveau d'eau est plus élevé à ce moment-là de l'année, peut-être que tu vas en avoir plein les bobettes, ou sinon, si c'est un 2, parce qu'il n'y a plus d'eau, ça va être facile à ce moment-là. Moi, je l'ai sur la prochaine. Donc ça, c'était le 2023. Le débit d'eau à la chute Hélène, on voit que c'est pas mal plus blanc que ce qu'on a eu cette année. Ouais, si je pèse dessus. Donc ça, c'était cette année, là, le débit d'eau qu'on avait. Donc, très raisonnable. Et puis après ça, on avait en 2023. Donc en 2023, c'est un autre game carrément. Là. Si on veut descendre là,
C'est soit du suicide ou on va faire un parcours avec des ancrages très éloignés de la cascade. Ouais, c'est ça. On va être hors cru. Là. Ouais, tu descends pas. On descend pas sous la douche directement. Ben, on peut le faire à l'occasion, mais c'est plaisant un peu, mais tu traverses une chute d'eau, quoi que ce soit, mais encore là, ça dépend du débit et de ton expérience aussi. Je peux pas retenir mon souffle assez longtemps pour descendre 75 mètres. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, on peut se noyer sur le corps. On peut se noyer sur le corps, effectivement. Puis c'est pas tout le temps parce qu'on a la tête dans l'eau, parfois juste avec les vapeurs d'eau, on a de la misère à prendre notre respiration. Ouais. Donc, on a apporté du matériel, c'est assez pesant aussi, faire la petite randonnée avec ça, mais ouais, quand même. Donc, on a apporté de notre propre matériel qu'on a laissé là-bas. Donc, on a des bouchons expansion, 3 litres de pouce avec 3 pouces de long, avec des plaquettes avec anneau. Puis ici, on a une station de rappel. On va être 2 plaquettes avec anneau et maillon, ça c'est soudé. Donc, ça, c'est une station de rappel assez typique. Sinon, on peut utiliser toujours 2 plaquettes, comme en spéléo, là, on a 2 points d'ancrage. Et puis, à ce moment-là, on va joindre les plaquettes ensemble. Soit on passe la corde dans les 2 anneaux, ou on joint carrément les 2 plaquettes avec une sangle. Ça, c'est tout, toutes ces composantes-là, c'est un essai oxydable. Parce qu'en fait, on va le voir plus tard, mais on a enlevé des sangles qui étaient sur les arbres et tout ça. Avec le soleil, ça se dégrade et puis on ne va pas embarquer sur des sangles. Ça fait 5 ans qu'ils sont au soleil là-bas. Et puis avec la dégradation des sangles et puis des cordes qui peuvent être laissées attachées sur les arbres pour nous permettre de descendre, la dégradation, ça fait des microplastiques qui se ramassent dans les rivières puis ça fait de la pollution. Donc, dans certains endroits aux États-Unis, dans certains parcs nationaux, ils se battent et ils ne veulent pas que les gens posent des ancrages. Parce que ça endommage la roche, mais en fait, si tout le monde met des sangles autour des arbres, on le voit en escalade, c'est la même chose. Parfois, tu as une sangle, puis les gens, au lieu de les enlever, ils mettent une deuxième sangle, puis une troisième sangle, puis à un moment donné, l'arbre est étranglé, puis à peu près 10 sangles autour. Donc, c'est un autre genre de problème. Donc, c'est juste le milieu là-dedans. Puis, là, il y a plusieurs choses. Il y a la résistance de l'ancrage, il y a aussi la durabilité au bord d'acier inoxydable, il y a aussi la redondance, 2 ancrages, enfin 2 plaquettes, comme en spéléo, comme disait Simon. Puis aussi, on va les installer à des endroits où la crue ou l'eau qui charrie les éléments ne risque pas d'endommager ces ancrages. C'est ça. Donc, la pose d'ancrage, on sonde la roche, on le pose dans un endroit stratégique où il ne sera pas arraché par un tronc d'arbre qui se fait transporter par l'eau lors des crues printanières. Donc, tout ça, c'est lors de la pose d'ancrage, il faut se poser ces questions. Ça, c'est tout ce qu'on a rapporté du canyon, en fait, qui datait peut-être de la dernière, techniquement, la dernière sortie qui avait été faite il y a 7 ou 8 ans, exactement, où il n'y a pas d'ancrage qui avait été posé, c'était des sangles autour des arbres, et tout avait été descendu sur des amarrages naturels. Puis là, on en a posé, mais y retourner, on en ajouterait sûrement quelques-uns aussi. Là. Ouais. En fait, on a un amarrage naturel. Il y a juste un endroit où on a mis le sangle autour d'un arbre, parce que là, ça commençait à descendre vite, le matériel. Oui, puis on l'a équipé pour un débit. C'est-à-dire que si on y retourne avec un débit qui a doublé, c'est simplement que nos mains courantes devront partir plus en amont. Alors, c'est toujours corrélé l'équipement avec le débit, etc. Il n'y avait pas beaucoup d'eau, donc si on s'approche sur le bord de la cascade, puis on pose nos ancrages, ça va bien, mais avec un bon débit d'eau, on pourrait perdre pied, puis se faire emporter. À ce moment-là, on veut poser 2 ancrages plus en arrière, plus en amont, pour pouvoir être attaché quand on arrive pour installer notre corde sur le bord de la falaise. Donc, ça, on a une fiche d'équipement par rapport à notre descente. Là. Ça, c'est le relevé qu'on a fait lors de la descente, où on a estimé la hauteur des cascades. Donc, on a une cascade de 10 mètres, une de 5 mètres, 4 mètres. Ensuite, on a quelques notes. Là. Est-ce qu'on a installé une main courante pour se rendre près de la cascade? Après ça, quand même une 5, 20 mètres, 15 mètres, 10 mètres, 10 mètres. C'est quand même des belles cascades. Là. Avant même d'arriver à la chute Hélène, on a eu beaucoup de plaisir. Vraiment génial. Et le but aussi, c'est de documenter, de faire une fiche descriptive du canyon pour pouvoir être en mesure à la fournir aux canyonneurs qu'on juge suffisamment expérimentés pour leur donner l'information. Comme les topos escalade, il y a des topos canyon aussi, où là en ce moment c'est qu'une liste, mais on pourra avoir un dessin avec les cascades et puis amarrage rive droite. La prochaine cascade c'est une 5 mètres, il y a un amarrage naturel rive gauche.
Donc la personne qui descend le canyon sait à quoi s'attendre, puis il sait qu'il va avoir des ancrages, rive droite ou rive gauche, il a une idée où il est rendu dans le canyon aussi. Là. Ah ben on est rendu à la 5e cascade, ok, il nous reste ça à faire. Puis... Donc, cotation du parcours, là, on a donné une cotation V4, A4 et progression en chiffre romain niveau 4. Donc, les V4, A4, ça va jusqu'à 7. En fait, le niveau de difficulté. Caractère vertical, c'est toujours par rapport à la hauteur de la cascade. Est-ce que quand tu descends sur corde, est-ce que tu as un fractionnement en paroi? À ce moment-là, ça va faire augmenter le niveau de la cotation verticale. Est-ce que tu arrives sur ton amarrage et puis tu as une belle plateforme pour t'installer les pieds et tu es confortable? Ou est-ce que tu es en pleine suspension dans les airs là, sur ton fractionnement? Encore là, ça fait monter la cote verticale. Après ça, on a une cote aquatique où là, encore là, cette cote aquatique-là, c'est au niveau moyen. Donc, c'est pas au niveau d'eau le plus bas, ni au niveau d'eau le plus haut. Et puis, à ce moment-là, c'est toujours la quantité d'eau. Est-ce qu'il y a des tourbillons dans l'eau quand on va arriver dans le bas de la cascade, puis il faut nager un peu, puis il y a des parois très escarpées, puis il n'y a pas de plage sablonneuse pour se réfugier, mais il faut nager un bon coup sur 30 mètres pour sortir de là. À ce moment-là, la cotation va pouvoir augmenter. Est-ce que l'eau... Est-ce que moins de se réchauffer dans le canyon? Parce que le caractère aquatique, ça peut rembarquer là-dedans aussi. Là, à ce moment-là, on a des combinaisons étanches, là, on a des wetsuits, mais certains canyons ou certaines eaux peuvent être plus froides que d'autres. Et puis ensuite, le niveau en chiffres romains, à ce moment-là, ça c'est plus par rapport à la progression. Puis, ça prend une bonne journée là, faire le tour du canyon, il faut prévoir ça. Donc c'est le niveau d'engagement. Donc la durée, partir de la voiture puis revenir à la voiture. Et puis aussi, s'il arrive un pépin, est-ce qu'on est loin des secours? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des échappatoires pour sortir du canyon? Donc tout ça, ça rentre. C'est le niveau d'engagement, en fait, pour la progression dans ce canyon. Donc peut-être pas pour les débutants, celui-là. C'est peut-être pas le premier canyon qu'on va faire. Non, puis je rajouterais par rapport aux cotations, si des camionneurs d'Europe venaient ici au Québec faire le canyon, et ils ne trouveraient pas forcément dur d'un point de vue verticalité aquatique, mais par contre, le fait que ça ne soit pas juste à côté de la voiture, il faille faire un long marche d'approche pour faire un tour des bois, puis peut-être aussi qu'on pourrait parler des moustiques parfois, qui rajoutent en fait, c'est l'entièreté de la chose qui fait que la sortie peut être engageante. En fait, au niveau d'engagement aussi, parfois, il va y avoir des parois ou des sections très, très encaissées où il n'y a pas moyen de sortir du lit de la rivière. D'autres endroits, il pourrait y avoir, j'imagine, presque un sentier où on pourrait sortir de la rivière s'il y a un pépin, on se met à l'abri. S'il y a une crue des eaux, il y a une tempête, l'orage qui arrive, on pourrait sortir. En général, sur le Topo Canyon, on pourrait retrouver des endroits où on a, échappatoire rive droite, échappatoire rive gauche. Donc ça va être noté sur le canyon. On a noté, en tout cas, j'ai noté au moins un échappatoire à un endroit où il y avait un sentier qui partait. Peut-être des gens qui arrivent là, des gens du coin, puis ils viennent se baigner dans la petite piscine qu'il y a là. À ce moment-là, ça vaudrait la peine, lors d'une prochaine fois, ajouter ça à notre topo pour rendre ça un petit peu plus spécifique. Donc, il y a toujours moyen d'améliorer les choses. Ici, on a encore notre vue lidar de tantôt, divisée en deux sections. Et puis, donc, on entre ici, on arrive jusqu'à ce point-ci, puis ça donne une idée du dénivelé, maintenant, par rapport à nos cascades. Là. Donc, on voit bien qu'il y a une cascade ici, une deuxième grande cascade là, une ici, une là. Et puis ensuite, ça continue, en fait, ce point-ci, c'est celui-là, jusqu'à la chute Hélène, où on a la grande chute qui est celle-ci ici. Donc avec les lidars, on a ça aussi. Gracieuseté de Michel. Gracieuseté de Michel, oui, c'est ça. Donc le lidar, comme disait Jérôme, c'est pris par le laser, du haut des airs. Donc c'est un avion qui cartographie le lidar. Au Québec, on a quand même une grande section du Québec qui cartographie lidar, mais c'est pas toutes les provinces canadiennes qui ont autant de couverture lidar quand même. On est assez choyés là-dessus. Donc, ici, ça va être en image. Je vais vous montrer un petit peu comment s'est déroulée la journée. Donc, on part du stationnement. Les sacs sont assez pleins, merci. Parce qu'on emmène des drills, on a les perceuses, les batteries, les ancrages en acier, on a nos combinaisons étanches, nos wetsuits, on a les harnais, on a
On a deux cordes de 60 mètres. En général, on dit 3 fois la longueur la plus grande. Donc, on a 3 longueurs de 60 mètres dans nos sacs. Ça fait quand même c'est assez pesant. C'est des sacs d'au moins 40 livres par sac. Il faut monter ça en haut. Donc ensuite, on a quelques descentes comme ça. Donc un ancrage qu'on a installé. On n'a pas mis de main courante là-dessus. Donc peut-être une main courante, ça viendra pour la prochaine descente. On va ajouter des ancrages, c'est ça. On voit que c'est quand même bien encaissé par endroits. Ce qui rend l'expérience assez chouette, en fait, là, quand c'est bien encaissé. Il n'y a pas de petit sentier qui traîne à côté. Oui, on se sent loin. Comme le chute à bulles, là, parfois tu es dans le canyon, mais tu veux les randonneurs à côté, mais en fait, c'est une belle place pour débuter parce que. Parle pas en mal des chutes à bulles. Ben, non, j'aime bien les chutes à bulles. Mais au niveau d'engagement, c'est pas pareil. Ça donne une idée. Une petite cascade ici. On a Jérôme qui est en train de poser un ancrage. Ça, c'est moi qui attends. En fait, c'est la tête de cascade ici. Là. Il y a Rosalie qui est descendue en bas ici, puis là, Jérôme qui va s'en venir. Il faut comprendre qu'on essaye d'avoir un roulement dans les tâches. J'arrive à une cascade, je pose des ancrages, puis Simon arrive, moi je remballe mon stock, puis Simon installe les cordes, Rosalie descend. Après, j'embarque, je vais équiper la prochaine, puis Simon déballe, enfin, range le matériel, puis il me rejoint. Parce qu'une des choses aussi, là, quand on s'attaque à des canyons, il y a plusieurs cascades. Il faut qu'on ait une certaine logistique, un certain roulement dans les tâches pour pas qu'on passe trop de temps dans l'eau puis qu'on est froid au bout d'un moment, etc. Donc, il y a cette logistique à avoir à penser dès qu'on a beaucoup de cascades. Si on en a 3 franchis, c'est pas grave, là, mais quand il y en a plus, là, il y a ça qu'il faut. Donc, si j'arrive en tête de cascade, je m'installe à l'amarrage. Dans ce cas-ci, il a fallu l'installer. Là, j'installe la corde pour la descente. Ensuite, c'est pour moi le premier qui va descendre. Je vais faire descendre mes compagnons. Puis après ça, moi, je vais descendre, je vais rappeler la corde, je vais remballer mes trucs. Je vais rejoindre les autres. Puis à ce moment-là, peut-être que l'autre personne va déjà avoir installé la prochaine corde. Puis on va faire un roulement comme ça pour essayer d'accélérer un peu. Dans notre cas ici, c'était un peu... c'était pas une première, mais c'était un peu en mode première parce qu'on posait des ancrages. On a eu... Il fallait décider, bon, où est-ce qu'on le pose là? On le pose rive droite, rive gauche, où est-ce que ça va être le plus excitant parce qu'on va être dans l'eau un petit peu aussi en descendant. Il s'est avéré qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup d'ancrage. Je pensais qu'il en allait avoir plus de l'époque, là, mais non, il y a vraiment... On avait bon. Il y a bon. Je sais pas comment on a fait. Oui. Ici, on a bon, 2 plaquettes avec anneau, avec un 8 embuté. Aussi, il faut dire une chose, là, contrairement à la spéléo, la corde n'est pas fixe. Si par exemple, lui, et moi, et je suis pris dans le bouillon, mon camarade peut venir débrayer la corde, c'est-à-dire me libérer de la mauvaise passe que je suis pour être évacué plus loin. Il y a plusieurs Ça fait partie des techniques canyon qu'on enseigne à l'École québécoise de spéléologie. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment d'eau, mais effectivement, si quelqu'un reste coincé sur corde, pour éviter la noyade, il faut que le compagnon d'en haut puisse débrayer puis descendre la personne dans le bas du canyon. Dans le bas de la cascade, oui. Donc ici, on a Jérôme, on a 2 points pour un ancrage. On a juste le point du bas qui a une plaquette avec anneau, et puis là, on va le relier avec un petit bout de sangle court pour que les 2 amarrages soient solidaires. On a Jérôme qui perce un autre ancrage en haut de la cascade. Vous avez mis de la sangle? On a mis un petit peu de sangle, oui. C'était pas des. Un endroit où on a mis un amarrage sur un arbre, donc une longue sangle. Puis après ça, parfois, on va mettre des courtes sections de sangle pour rejoindre les amarrages. Plutôt que des chaînes. Idéalement, maintenant, là, on développe, équiper des canyons, on veut plus école ou plus classique, on va mettre des ancrages doublés avec des chaînes en acier inoxydable. Oui, ça, c'est le best, c'est la meilleure des solutions. Mais bon, on n'en avait pas tant là sur ce. Et là, tu pourrais retourner et changer. Oui, Changer juste juste ça. le sangle. Non, c'est pas fait, il n'y a aucun problème. Là. Je veux dire, puis la sangle, là, si durée de vie à 1 an, même pas, tu sais, je veux dire, après, elle a pris les UV, on va retourner. Si on les retourne, on la coupe puis on la change avant de descendre pour notre sécurité. Mais effectivement, on peut enlever les 2 plaquettes puis juste mettre les 2 plaquettes reliées par la chaîne, ça, c'est pas un problème. Mais dans ce cas-ci, on est allé avec ce qu'on avait perso, là, c'est pas les trucs de la SQS qu'on a installé là-bas. Donc, si tu parles goujon expansion, c'est à peu près 5 $ juste le goujon, il y en a 2. Les plaquettes, c'est à peu près 18 $. Plaquette avec anneau autour de 18 $ la plaquette. Et puis l'amarrage avec la sangle, là, ça c'est autour de 45 $.
Donc, cette journée-là, chacun, on a mis peut-être 200 de matériel facile. Là. Ça va vite. Je vais s'en parler. Ben, là, parce que les drills, les parcelles, c'est nous qui les avons perso. Nos mèches, puis tout ça. Donc, ça monte quand même assez vite la quantité d'amarrage qu'on met. Martin, tu veux dire? Rien n'empêche de mettre un coup de bras entre les deux. Oui. Le dernier avec le coup de bras. Absolument, absolument. Oui, à ce moment-là, le dernier descend sur un amarrage. Mais alors, il passe la patente. Non, il peut passer dans les Ah, oui, ok. C'est vrai. Oui, on l'a rappelé. Oh, oui. Donc ici, on a certains endroits, oui, on ne touchait pas le fond, donc on avait un petit peu de natation. Une autre petite cascade ici. Ouf, on voit quelque chose. Ça, c'est la chute Hélène. C'est la dernière cascade. En fait, on a Jérôme en haut ici qui est en train de faire aller ses talents de navigateur de drone. On a Rosalie en tête de pluie ici. Et puis, moi, je suis ici. Ça, c'est 15 mètres. Là, je suis en train de percer pour poser l'amarrage qui va séparer la cascade pas en deux, mais nous permettre, avec nos cordes de 60 mètres, après, de partir d'ici puis de descendre jusqu'en bas. Donc ça, c'est pas le bas de la cascade et on ne le voit pas encore. Et ça, c'était Oui. cet épi. Oui, c'est au mois d'août. Oui. Fait que, oui, il faut que tu mettes les ancrages assez loin, c'est au-dessus pendant 2 guerres. Oui, bien en fait, on a installé une main courante. On voit la corde ici. Puis ça, c'est notre tête de cascade. Rosalie est ici, elle surveille, s'assurer que tout va bien pour moi en bas. Puis juste en descendant ici avec la corde, là, s'il y a des roches lousses un peu, là, on fait comme en spéléo, on les kick en bas avant d'arriver. Mais à un moment donné, là, je suis arrivé à ce niveau-ci, puis là, j'ai des cailloux qui commencent à me passer, là, juste avec la corde qui est en train de bouger, là, parce que je me déplace. Donc en fait, ici, il y a comme une petite vire à droite où j'étais un peu protégé de la chute de cailloux. Ça me faisait comme un petit toit. Là. Donc je vais remettre un amarrage ici. En même temps, avec la crue, ça va protéger un peu de l'eau. Puis s'il y a des troncs d'arbres qui descendent, j'ai moins de chance de faire arracher mon amarrage. Oui, puis lorsqu'on a été en 2023, on a vu à quoi ressemblait avec une crue. Donc on savait à peu près où c'était hors crue, mais avec un fort débit. Donc c'est cet endroit-là qu'on a priorisé pour installer notre flexion. Donc ici, en fait, quand je suis à l'amarrage, bien campé, là, je vois pas Rosalie en haut de la cascade. Là. Je suis bien caché des chutes de pierre et tout ça. Puis ensuite, je vais attendre à cette station-là, puis m'assurer que la personne qui arrive, elle peut descendre puis se rendre en bas, puis c'est moi qui va descendre le dernier. Tu sais, ça serait l'ordre des choses quand on fait notre rotation. Pour communiquer. Communiquer, sifflet, et puis ensuite on a des codes visuels. C'est un sac, après ça on a frottement, après ça obstacle dans l'eau, quoi que ce soit, puis on fait de la progression. Parce que dans le temps de dire, avec une cascade de 10 mètres, là, la personne en bas, la personne en haut, on n'entend plus rien. Dans un canyon, c'est très très bruyant, à un moment donné, c'est assourdissant. Là. Ouais. Donc ça c'est une autre vue, ouais, on voit Rosalie qui est ici, puis ça donne 15 mètres. Ça, c'est pris au drone. Hein? Il y a encore 60 mètres sous mes pieds à Louis-Simon. Ouais. Et puis là, ben, on ne me voit pas ici à 15 mètres du sommet. Ça, c'est le 60 mètres. Là. Ça, c'est Rosalie qui arrive dans le bas de la cascade. Ça, c'est une vidéo, ça. C'est ça? Oui. Attention, ça va. Oh là, attention! L'eau, elle est. C'est vide, hein? Concentre. D'accord. On a un peu d'eau sur la tête, mais...
ça. C'est long, là, je passe en arrière, comme ça gratte. On approche de la cascade. L'ambiance, Toute l'ambiance de ce canyon. Ça aussi, ça ajoute du poids. Le speaker dans le canyon. Le sac, il devrait encore 40 minutes. C'est moi qui pose l'ancrage. Notre chauffeur de drone. Fais bien ça. Ah, on va deux fois. Et voilà. Donc, ça donne une idée un petit peu de l'ambiance là, dans lequel on était. C'était vraiment à refaire. C'est vraiment génial. Oui. Oui, ça vaut le détour. Donc, des perspectives futures. Donc, idéalement, oui, on veut retourner pour la refaire parce que ça vaut la peine, premièrement. Deuxièmement, on veut peut-être rapporter encore rajouter quelques amarrages dans le canyon, donc des mains courantes pour pouvoir s'approcher de certaines têtes de pluie un petit peu plus sécuritairement sans avoir à avoir ton partner qui t'assure en retrait. Après ça, on voudrait peut-être rajouter sur ça un autre fractionnement à la cascade, parce que là, on en a un à 15 mètres. Et puis, quand on se met à descendre, peut-être un autre 15-20 mètres plus bas, il y a il y a un frottement de la corde, vraiment une cassure. Là. Donc, pour éviter le frottement de la corde à cet endroit-là, on se remettrait un autre fractionnement juste en dessous. Là. Puis en même temps, si on a un groupe un petit peu plus volumineux, nous on était 3, ça va quand même bien. Mais si tu arrives là avec un groupe de 6, ben à ce moment-là, avec les fractionnements, quand la personne arrive, ben l'autre peut commencer à descendre et puis ça accélère un petit peu aussi la descente. Tu as moins de chances de toncher la corde aussi là, lors de la descente. Après ça, on va peut-être ajuster la présente fiche descriptive en conséquence. Donc, améliorer notre topo canyon qui est vraiment un estimé. Non, c'était vraiment ça, les cascades. On a les bonnes grandeurs, mais après ça, peut-être peaufiner le topo canyon pour la chute Hélène. Et puis ensuite, peut-être pratiquer le parcours à des débits plus élevés. Donc là, on sait qu'on était vraiment à un niveau faible, mais c'est de voir peut-être que nos ancrages vont les opposer, pour peut-être ajuster un peu le tir avec une déviation, un truc comme ça, avec un débit d'eau plus élevé. Fait que quand on va y retourner, on sera tout le temps aussi chargé avec des drills et d'autres ancrages. On apportera du meilleur matériel vidéo pour prendre des meilleures images. Encore beaucoup de matériel, ouais, c'est ça. Apportez-vous des assistants? Plus d'assistants pour des chameaux? Des bus? C'est vrai, des porteurs. On peut recruter des partenaires. Ouais, c'est toujours bon.
Oui, d'accord. Est-ce que vous avez eu. Comment ça marche avec le parc? Vous installez des ancrages sur un terrain qui appartient à un parc régional? Bonne question. Là, il va falloir qu'on progresse sur ce côté-là. Là. OK, être un peu plus by the book, officiel. On était plus en mode commando. OK, donc. OK, non. Puis les ancrages de cendres, c'était vous ou d'autres spéléos? C'était d'autres spéléos. Ouais, d'autres spéléos. Ouais, d'autres. Donc, camionneurs. Canyonistes. D'autres canyonistes, mais C'était pas nous venant autres. de la communauté spéléo. Bastien, Eric, moi-même. Ah, OK. Et oui, non, mais c'est certain que l'accès au site de pratique, officialiser les sites d'accès, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on puisse développer avec Spéléo Québec. On est respectueux des lieux, on fait attention, mais c'est vrai qu'on n'est pas 100%, on est en mode commande. Donc, l'idée d'avoir pérennisé les accès, c'est quelque chose qu'on devrait développer avec justement l'émergence. Avec tout ce qui se développe avec le canyoning aussi, avec Spéléo Québec, ça, à mon avis, ça fait partie des choses qu'on devrait travailler. C'est d'approcher. Dans les parcs régionaux, c'est toujours compliqué. Hein? Les autres, ils vont se dire, ah ben là, on va en avoir tout le monde tous les week-ends là-dessus. Mais en fait, il y a un groupe qui passe là tous les 5 ans. Là. La réalité, c'est ça aussi. Donc, Les parcs régionaux, c'est moins compliqué de. Non, mais tu sais, certains endroits ou d'autres endroits, on sait que, il y a un canyon à explorer à cet endroit où il y en a un qui est accessible et puis on va demander est-ce qu'on peut stationner ici. On s'en va se promener sur le bord de la rivière puis ça ne pas trop. Ça dépend des endroits. Là. Tu leur achètes une bouteille de vin. Puis maintenant, avec notre directeur très libre, avec ses capacités, ses compétences diplomatiques, là, ça, on s'attend. Dans ce cas-ci, spécialement, c'est le moyen de Oui, parce qu'il y a des camps flottants. Pour ceux qui font le sentier international des Appalaches qui passe là. Et puis, il passe carrément. Le sentier en bas de la Joutelane, ça fait partie du sentier international des Appalaches. C'est sur la carte SIA. Oui, c'est sur la carte SIA. Puis, en fait, il y a un camping tout près de cet endroit. Ouais. Donc, il a fallu qu'on a payé, on a réservé notre espace de camping. Notre accès au parc. Ça va faire de rando. Oui, Luc. Est-ce qu'il y a une tendance là-dedans, à ce moment-là, dans un parc régional, à vouloir confier après ça l'accès et l'exploitation du canyon à un pourvoyeur, puis de vous fermer l'accès à la place pour que ça devienne un manège payant? C'est pas ça qu'on veut. On veut Non, c'est pas ça qu'on veut, mais est-ce qu'il n'y a pas ce risque? Il y a toujours ce risque. Oui, c'est pour ça qu'il faut, dans l'approche, vraiment faire attention. On veut, nous, ici on parle de pratique libre du canyonisme. On veut pas, on n'a rien contre les prestataires de services, mais c'est pour ça qu'on ne veut pas que ce soit chose gardée, comme on peut le voir parfois par des prestataires de services qui vont vraiment camper sur un site qui n'a pas pu vraiment y aller. C'est ça qu'il faut qu'on développe au niveau des accès, mais en vue de la pratique libre de l'offrir à nos membres. C'est une tendance ici. Je le sais, Il faut rester diplomate, puis il faut discuter aussi. Parce que c'est sûr que si on va aller faire du canyon dans un site qui est exploité, à ce moment-là, il faut être diplomate, il faut parler aux gens qui exploitent le site, puis à un moment donné, tu t'en vas pas dans le même temps que leur clientèle. Hein. Tu dis, OK, j'ai un groupe qui part à 10h le matin, OK, si je pars à midi, je suis 2 heures après toi, je te rattraperai pas, puis vous ne me verrez jamais, puis on avise quand même. Là. On a vécu une fois qu'on avait l'autorisation pour faire le camion, mais on n'avait pas l'autorisation pour se rendre au camion. Puis ça l'a viré au vinaigre assez vite, malheureusement. C'est au Québec, ça? Oui, c'est au Québec. Parfois, l'accès sur un terrain privé, parfois sur un parc. C'est ça. C'était. Fait que tu essaies d'être incognito, hein, tu n'arrives pas là sur le terrain privé avec ton wetsuit avec ton casque puis ton harnais, là, tout est dans le sac, puis tu sais, je vais faire une rando. Ça ne doit pas attirer le regard des autres personnes qui viennent juste randonner, en fait. Là, puis après ça, tu rentres dans le canyon au moment opportun, puis n'essaie de pas trop faire de vagues non plus. Juste un peu bizarre d'avoir un si gros sac pour une journée. Il faut se dire ici, c'est pas accessible. C'est pas le terme, mais c'est pas n'importe qui va se mettre à descendre des
il n'y aura pas des foules à cet endroit-là. C'est ça, exactement. Puis, par exemple, pour l'école, pour donner le stage, tous les sites qu'on a utilisés pour donner les formations, on a travaillé en amont pour avoir les accès autorisés. Là, il faut faire un peu le distinguo entre l'équipe de copains qui fait une sortie versus ce qui est un peu officiel. Mais à terme, l'idée, c'est d'être back the book sur tous les sites. Pour les formations officielles de l'École québécoise de spéléologie, à ce moment-là, les formations canadiennes, effectivement, les sites, les gens savent qu'on est là, on les a approchés, puis on est allé chercher les accès. Donc là, on est allé chercher les accès. On achète un sac de farine au moulin, puis ils sont bien heureux de nous voir là. On utilise un stationnement. Non, mais c'est ça un peu, hein? Ça prend juste ça parfois. Puis eux, ben, la rivière appartient à tout le monde, mais il faut quand même rentrer dans la rivière. Donc, c'est un peu ça. Le savoir marchander. C'est ça, exactement. Il faut poser diplomatie. C'est ça. Ton tour? Il me reste combien de temps, François? 2 minutes. Comme tu veux. Ton temps est fini il y a longtemps, mais c'est pas grave. Avec 5 minutes. OK, là, c'est tout. Je vais vous présenter le volet d'exploration. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a la classique, qui est déjà des sites connus, mais aussi on peut s'attaquer à trouver des nouveaux canyons. Et c'est ce qu'on a fait avec Samuel Bazetto. On a exploré la vallée de la rivière de la Sainte-Marguerite au Saguenay. Donc ici, c'est une vue de la montagne du Chapeau. Il y a à peu près 400 mètres de dénivelé, là où je suis, dans le fond de la vallée. Et pourquoi on a été là? Ben, c'est pour plusieurs raisons. Ça rend vraiment mal. L'idée, c'est que... déjà, on a fait comme une recherche. Qu'est-ce qui a été exploré par les canyonistes à date? Comme on l'a vu tout à l'heure, Charlevoix, Québec, une partie de Gaspésie, ça a déjà été visité, exploré, mais au nord du fjord, dans la vallée de la rivière Sainte-Marguerite, ça n'était pas, on était à peu près certains. Et puis en plus, ça tombait bien, Samuel a un chalet pas loin, fait que tout était réuni pour aller explorer tout était réuni. Il faut aussi dire que quand on cherche un endroit pour faire l'exploration, ça nous prend du dénivelé, des rivières du moins encaissées, puis aussi on va avoir un travail de cartographie à faire, regarder les cartes pour s'assurer que les cours d'eau ici, avec un certain dénivelé, sont suffisamment alimentés par des lacs, par un bassin versant suffisamment grand. Et donc la rivière, donc la vallée de la rivière Sainte-Marguerite est située donc là, je ne sais pas comment ils viennent en fait. Donc là le fjord, le lac Saint-Jean, etc. Et donc ici, c'est donc son carte topo, capture d'écran tirée d'un site de ressources Québec. Là on voit la vallée, justement avec le dénivelé, et puis on a quelques repères, donc vallée de la rivière Sainte-Marguerite, Tadoussac ici, et la ville du Saguenay qui est là. Et le chalet à Samuel est il est quelque part par là. Et donc, ce qu'on a fait, on a commencé par faire un travail à la maison d'analyse des cartes topo, des images Google Earth. Alors, les images Google Earth, vous savez, vous connaissez. Là, on voit par exemple des belles cascades. Alors, il faut se méfier, des fois, on voit du blanc, on voit de l'écu, mais ça, parce que ça peut être soit assez incliné à notre goût, ça peut être assez intéressant. Puis le problème des cartes de Google Earth, des fois vous avez des nuages à l'endroit où vous n'avez pas besoin, vous avez des rapports de cartes qui sont d'images qui ne sont pas parfaites. Alors qu'est-ce qu'on fait? On écrit à Michel, il nous sort les secteurs qu'on a besoin. Et ici, on voit le relevé, on voit le relevé lidar. En fait, c'est à peu près la même chose, dans la même superficie. Puis on voit, c'est à l'écran, mais on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 cascades, 7. On est capable, comme je disais tout à l'heure, quasiment de faire la topographie avant même d'avoir fait l'exploration. Donc, en complément, en utilisant les images satellites et les relevés d'art, on est capable de se faire une très bonne idée en amont de qu'est-ce qui peut être intéressant pour aller prospecter sur le terrain. Et ensuite, vient la phase de repérage de terrain. Alors là, souvent quand on présente des résultats, on présente ce qui a marché, ce qui est beau, tout ça, mais il faut comprendre que pour repérer certaines cascades, des fois on a fait chou blanc, des fois on a fait des longues marches qui ne servaient à rien. Donc il y a quand même beaucoup d'heures de travail, malgré le fait qu'on a quand même pré-ciblé notre travail avec un travail de bureau, à la maison. On continue avec la phase de terrain et donc ça nous permet, donc oui, des fois ici le Saguenay, il n'y a pas de chemin là forcé, on est vraiment dans de la végétation dense, parfois accidentée, etc. Mais malgré ça,
avec ce repérage de terrain, on est quand même capable, vous voyez ici, ça c'est la cascade, une des cascades qui fait à peu près 120 mètres de haut. Elle n'est pas parfaitement verticale, elle est assez inclinée, mais ça reste pas moins ludique à équiper puis à progresser. Donc, parfois, des marches d'approche qui peuvent être assez longues, quelques kilomètres, à travers bois. Et puis, ici, c'est le canyon, mais donc, pour vraiment arriver, selon notre pratique, par le haut pour la descente, là, on est monté à côté pour redescendre. Donc, repérage de terrain, il y a aussi des marches d'approche, mais aussi des canaux kayak d'approche, c'est-à-dire que l'arrivée pour aller rejoindre nos canyons, ben, il faut traverser dans ce cas-là certains des canyons qui sont intéressants, la rivière de la Sainte-Marguerite. Encore là, dépendamment du débit, on peut le faire à gué, on peut le faire plus loin à la nage, mais on est chargé. Hein. Alors là, avec la fouille Guillaume et Noir, on l'a fait avec un kayak. Donc ça a été, ça rajoute un peu de complément d'activité à la visite. Alors aussi, pour s'éviter des longues marches d'approche qui peuvent être pénibles et qui ne donnent rien, on a utilisé un drone. Et ici, par exemple, là on voit encore une image relevée de tard. Donc là, le cours qui arrive ici, le dénivelé. Donc cette partie-là nous intéresse. On veut savoir si c'est intéressant à descendre ici. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été au printemps en pleine crue. Puis on a fait des vues de drone. Là, malheureusement, à l'écran, c'est pas évident, mais on voit un filet d'eau. Là, on est en pleine crue de printemps. Puis avec le drone, on voit que c'est un filet d'eau au fond du canyon. Fait que là, on se dit, on va pas y aller. C'est quelque chose de prometteur. Donc, dans notre chasse au canyon, ben, on en enlève à la phase éthique de carte, on en enlève avec la phase de repérage, puis même on se permet d'utiliser le drone pour en utiliser quelques affaires. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé à un certain nombre de canyons vraiment prometteurs, ben, vient le temps de l'exploration elle-même. Donc l'exploration, comme on le disait, c'est vraiment la découverte d'un nouveau canyon. La première fois que des canyonistes vont descendre en mode canyon dans ce cours. Donc le canyon de Barnesville, c'est une rivière, bon, légèrement encaissée, un peu moins encaissée peut-être que la chute Hélène, mais qui en reste pas moins fort intéressant. Là, on y voit donc des petites cascades, il y en a une dizaine aussi hein, sur ce parcours-là. On voit aussi des bassins d'eau à la base de certaines cascades. Donc c'est important, donc là, l'eau est froide, donc là c'est important d'avoir sa combinaison néoprène, etc. Et là, la différence, par exemple, tout à l'heure on parlait de mettre des ancrages permanents assez lourds. Nous, pour aller plus vite en exploration, on va se permettre des techniques plus légères. Par exemple, on va percer avec des ancrages plus petits de plus diamètre. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas emmener 50 batteries avec nous. On veut, avec une batterie, être capable d'en poser plein des ancrages. Si on fait l'exploration et que c'est prometteur, on reviendra comme on a fait avec la chute Hélène, avec des plus gros matériels, puis on voit, etc. Mais on va utiliser des techniques d'exploration qui sont sécuritaires mais minimalistes, donc peut-être pas pour tout le monde. Et donc là, on descend, donc là, ça c'est quelques cascades, bon, moins impressionnantes que la chute Hélène. Puis là, c'est un exemple justement d'ancrage minimaliste. C'est-à-dire que là, je vais avoir des goujons à expansion de 8 mm de diamètre, pour des raisons que je veux moins utiliser d'énergie. Ici, j'ai mon ancrage principal que je vais baquer avec de la cordelette d'inéma. C'est léger de la cordelette d'inéma, ça coûte cher par exemple. Et là, pour sauver aussi une plaquette, on va utiliser une technique qui s'appelle la technique Népal. C'est des camionneurs européens qui ont inventé ça quand ils ont été explorer des canyons assez d'envergure au Népal. Maintenant, il y a tellement de cascades à franchir qu'on ne peut pas mettre des plaquettes à 10 piastres de l'unité. Donc, là, ils ont développé des techniques où ils vont, avec la cordelette d'inéma, venir coiffer le goujon à expansion et écraser le tout avec une simple rondelle qu'on va trouver chez Canadian Tire. Alors, ça a ses inconvénients, enfin, ça a ses avantages, c'est léger, ça coûte moins d'énergie à installer, mais ça peut coûter par exemple plus cher au niveau de la cordelette d'inéma. Et c'est des techniques qui sont vraiment. Il faut déjà maîtriser les techniques d'installation d'ancrage de base avant de commencer à jouer avec ceci. Mais l'intérêt, c'est d'en avoir moins d'eau dans le sac. Ou du moins d'en prendre plus. Bon, là, maintenant, ça ne flash pas à l'écran dans le jeu. Mais le but aussi, on parle de topographie, vous le savez,
en spéléo, mais aussi en canyon. C'est pratique. Là, on avait une liste de cascades, mais là, l'idée aussi, si on peut, avec les relevés de dard et puis les relevés terrain, on est capable de se faire le profil de notre profil développé de notre cours d'eau. Donc, cascade C4, qui veut dire cascade de 4 mètres, à un amarrage naturel. Donc, je sais que je peux m'attacher sur un arbre. C3, 3 mètres, etc. C12, c'est une cascade de 12 mètres. Là, il y a des bassins d'eau où il faut nager. RD veut dire que c'est équipé en rive droite. Donc, si tu retournes, je cherche pas gauche, etc. Donc, la topographie, au même titre qu'on en fait avec la spéléo, c'est pour pouvoir, quand on y retourne ou pour quelqu'un d'autre, être capable de savoir où sont les ancrages, qu'est-ce que ça prend comme corps, comment c'est équipé, etc. Un autre canyon qui a été exploré aussi dans la rivière de Sainte-Marguerite, c'est la cascade de la voiture. Ouais. On a renforcé sur le nom, c'est parce que la cascade est pas mal accessible en voiture, mais toutes les proportions gardées quand même. Il faut marcher quand même 400 mètres de dénivelé, puis plusieurs centaines de mètres. Mais, donc, là, on voit Guillaume qui est ici, Guillaume Lamarre, on voit Tatiana ici. Donc ça, c'est des canyons qu'on a, pas ce jour-là, mais c'est des canyons qu'on a explorés depuis 2021. Donc c'est récent au sens de l'échelle du temps. Et la cascade de la chute du diable, que c'était la première photo qu'on voyait tout à l'heure sur le diaporama. Donc ça mène, là on a une main courante multipoint pour approcher la cascade. Donc main courante multipoint qui va être équipée de manière que je puisse récupérer ma corde, bien entendu. Et là, on a une chute de 41 mètres. Alors, avec un tel débit que quand tu es sous la cascade, ça cogne. Et quand tu arrives en bas, comme je disais tout à l'heure, tu attends pour 2 minutes pour faire ton 10-15 mètres de nage, tellement qu'il y a de que ça brasse. Donc, un autre endroit qui est fort intéressant à faire. Là aussi, d'un point de vue cotation, la verticalité, l'aquatique, même si c'est quand même celle-ci un peu engagée, c'est encore une fois, c'est l'engagement, la marche d'approche, la traversée de la rivière, la marche d'approche, le tout qui fait que tu vas passer une grosse journée complète, puis que au final, c'est engagé parce qu'il y a plein de choses à faire et pas simplement descendre une cascade. Les moustiques. Les moustiques. Ouais, non, mais on rigole avec ça, mais vraiment, on était tannés quand même. Alors, aussi, ce qu'on va faire, comme on l'a fait pour la chutelaine, là, on va pouvoir corréler un débit. Alors, malheureusement, on n'a pas le débit de la rivière Sainte-Marguerite dans laquelle l'eau explorée se jette. On est obligé d'utiliser le débit de la rivière Sainte-Marguerite nord-est, qui est le bassin versant jusqu'au nord, qu'on juge représentatif, parce que c'est la même végétation, le même type de roche, etc. Et on veut corréler, le but du jeu, c'est de corréler le débit d'une rivière avec le débit qu'on voit ici dans ça c'est la cascade de la voiture. Et puis oui, sur le débit ici, c'est pas le débit de ce groupe d'eau, mais c'est le débit de la rivière là, qui est juste à côté, hein, je pense qu'on parlait. On a un débit de 16 mètres cubes, puis là on passe, vous voyez, là on multiplie plus que par 6 en période de pluie. Et quand on arrive ici, là on sait qu'on y va pas, c'est comme pour la chutelaine. On dit, ok, non, on n'ira pas, c'est parfois. C'est des photos qui ont été liées, qui ont été prises avec des drones. La prochaine fois, j'essaierai d'être plus, au même endroit pour avoir une prise de vue parfaite. Mais, donc, le but est de pouvoir associer des débits à des niveaux de difficulté dans le canyon. Ouais, des canyons. Voilà. Donc, au final, 5 canyons d'intérêt ont été explorés et qui mériteront d'être, ils sont déjà documentés, mais qu'on peut équiper un peu plus en méthode avec des ancrages plus permanents, comme on disait tout à l'heure, qu'on peut mieux documenter, une documentation qu'on peut donner, qu'on pourra divulguer aux autres, à la communauté, mais du moins à des personnes qui vont être capables de faire ce genre de canyon. Alors, la chute du diable qui est ici, ruisseau Épiphane, canyon Barsley. En vert, là, c'est la marche d'approche. En bleu, c'est en bleu, c'est le parcours canyon. Et puis ici, cascade de voiture, parce que vous voyez, on s'y rend en voiture jusqu'à presque à côté, là. Et cascade du coup. Alors, c'est ça,
c'est pas loin du lac Saint-Jean. S'il y a un rassemblement dans ce coin-là, je pense qu'on est en mesure d'offrir une petite canyon dans ce genre de rassemblement. Et donc, c'est ça. Et puis, ça, voilà. Donc, juste pour vous représenter un peu l'équipement, c'est pas une sortie donnée, mais c'est quand même assez représentatif de ce qu'on a apporté quand même. Donc, les cordes, 3 cordes, une corde principale, une corde de backup, puis aussi une petite corde qu'on va utiliser pour rappeler notre corde. On peut très bien descendre sur de la corde comme super statique, comme celle-ci. Bon, il n'y a aucun pour ça, mais enfin. Et puis, donc, des sacs pour porter nos cordes, de quoi équiper partout en plage, un petit flotteur, là, que c'est pratique. On met un flotteur au bout de la corde, au loin on sait où est le bout de la corde, ça nous permet de jauger notre équipement. Puis forcément, descendre des harnais, nos sacs, etc., jusqu'au casque, harnais, de l'eau, etc., etc. Donc ça, c'est ça. L'équipement peut être complet et lourd à porter. Puis dernier volet, qu'on va finir de faire, c'est le côté, ça prend des techniques spécifiques, hein, pour, vous avez compris, là, pour descendre ce genre de canyon. Donc des techniques, il y a 2 notions, là. Les cordes, on les rappelle pour descendre, contrairement à la spéléo, on va remonter sur les mêmes cordes. Puis aussi l'autre point, c'est qu'on doit pouvoir débrayer. Mettons que Simon aille dans le jeu ici, qu'il soit coincé, ben nous, on a un système qui nous permet de, il y en a plusieurs, hein, des systèmes qui permettent de décoincer un ami qui est coincé sous une cascade, justement pour Simon ou quelque chose comme ça. Alors, c'est pour ça que avec l'école québécoise du ski et canyoning, on a développé, il y a plusieurs activités qui ont été faites, hein, mais aussi qu'on a développé avec Louis Simon, Rosalie et moi-même, un stage qui s'appelle Camionneur autonome. Il y a plein de variantes qui pourraient être créées, là, dépendamment de l'évolution des choses. Donc ça, c'est une photo qui est prise pendant le stage. Ça, c'était cette année, première fin de semaine. On est à la Rémy, chute de la Rémy, dans le massif de Charlevoix. Alors, voilà. Donc, tout le monde apprend à équiper, à être sécuritaire, à débrayer, puis c'est pas juste on descend sur la corde, c'est vraiment une formation complète, puis c'est basé sur 2 week-ends. Donc le week-end, surtout, on monte les techniques, puis le deuxième week-end, on va surtout faire, on fait quoi, 2, 3 canyons pour repratiquer tout ça dans des environnements différents. La formation, c'est sur le site de l'École québécoise de spéléologie. Spéléo Québec. Spéléo Québec. Tu vas sur Spéléo Québec, t'as Spéléo, puis t'as Canyon, puis tu vas dans la section Canyon, tu vas sûrement parler à Marie-Claude. Non, mais les dates sont déjà dessinées pour l'année prochaine. Ils ne sont pas publiés encore, mais ils sont Ils ne sont pas publiés, mais ils ne changeront pas. Donc, Vous faites des beaux yeux, là. parce que c'est 2 week-ends, donc. Oui. En vue de préparer c'est bon. le guide au travers pour le Québec, c'est bien l'ouvrage. Oui, non, il y a de l'ouvrage, puis il y a plus, voilà, on n'en a pas parlé, mais il y a d'autres explorateurs là, qui sont un peu moins impliqués dans la communauté de Spéléo Québec, mais qui ont aussi de l'info, qui ont de la donnée. Puis là, il faudrait mettre ça dans notre longue liste de choses à faire, c'est de sortir un topo guide des 12 canyons les plus classiques du Québec. Ben, nous, on prend de l'autonomie aussi, là. C'est pas des sorties, tu payes et puis tu te fais guider. Donc, tu payes par une formation pour qu'après ça, tu puisses y aller. Peut-être pas la première fois, mais au moins, si tu viens en équipe avec nous, tu fais partie de l'équipe, tu as une idée qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui vient, c'est quoi la prochaine étape. Tu sais quand c'est le temps de tirer les cordes, qu'est-ce qui s'en vient. Puis après ça, ça mène vers l'autonomie avec un peu plus de pratique, ça mène vers l'autonomie. Puis c'est de la pratique autonome, là. Spéléo Québec, c'est un OBNL, et on est là pour le développement du sport au Québec. C'est vraiment ça. Il y a peut-être d'autres gens qui sont intéressés par ta question. Ah, ben écoute, moi, tu parlais tout à l'heure de main cube au niveau sécuritaire, tout ça. Tu sais, moi, ça me dit rien, le 210 main cube versus 116 main cube. Ouais. À partir de quand, c'est pas sécuritaire, disons, de descendre. Les débits qu'on a donnés ne sont pas les débits des cours d'eau. C'est un débit dans la région. Mais ça donne une idée quand même. Oui, mais c'est à force. Des d'eau dans la région. C'est ça, c'est le débit d'eau dans la région selon la météo du moment. Avant de faire 14 heures de route pour te rendre à la chute Hélène, si tu regardes un débit d'eau répertorié dans un cours d'eau dans le coin, puis tu vois que c'est
Puis là, tu as vu les deux photos, admettons, nous on met ça avec le topo, ben, tu as une idée, ok, on s'entend de la gueule, ou c'est faisable ou c'est pas faisable. Parce que quand on est allé il y a 2 ans, on a repoussé le chemin. C'est arrivé, tu vois la cascade, tu es en dessus, tu sais que tu ne vas pas être capable de l'équiper, tu faudrait vraiment que tu tailles d'arbre en arbre sur le côté, puis c'est peut-être même plus trop du canyonisme finalement, mais c'est l'expérience, c'est de dire, ok, là, est-ce que je vais être capable d'équiper avec le bouillon qui tombe dessus? C'est l'expérience, c'est limite non, mais avec l'expérience, tu es capable d'en prendre plus, mais c'est ça, c'est de la lecture de terrain, c'est de la lecture, comme on dit, lorsqu'on équipe une caverne, c'est lire la caverne, lire l'équipement, c'est de l'expérience. Puis vous me corrigerez, là, mais sur les sites qui suivent les débits d'eau, je ne sais pas si c'est là où tu veux t'en aller, là, il y a quand même un accès à des données sur une période de temps. Ouais. Donc, par expérience, on sait qu'au printemps, il y a beaucoup d'eau, puis on sait que souvent, début septembre, fin août, c'est là où l'eau est la moins. À moins que, puis là, on le sait, est-ce qu'il y a plu anormalement beaucoup? Est-ce qu'on a eu une saison? Ça dépend des bassins versants. On sait que, regarde, la chute à bulles, là, c'est une petite chute. Ça réagit en tabarouette. S'il pleut, là, le lendemain, là, le débit d'eau peut augmenter, peut doubler. Dans la même journée, là, il pleut pendant la nuit, puis tu rentres dans le canyon, puis tu arrives à la cascade finale, puis tu te dis, bon, est-ce qu'on descend ou on descend pas? Ça va très vite, la chute à bulles. Tandis que d'autres rivières peuvent être plus permissives, là, tu sais. Si tu veux que les chiffres te parlent justement dans les sites comme Marie-Claude a dit, tout ça, tu peux prendre le ton justement pour te donner une idée, c'est quoi la rivière en cube? C'est 150 cubes, 100 cubes, mais tu sais, juste prendre une rivière normale, c'est quoi sa rivière en cube? Peut-être 200 mètres cubes. Quand elle est à moitié au mois de juin, elle est peut-être à 100, 200. Quand elle est faible à niveau, elle est à 20. Déjà là, ça te donne une médiane supérieure sur une rivière donnée. Comme ils disent, tes balises, là, c'est où ta balise sur la rivière, mais là, si tu n'as pas de balise sur la rivière, ben là, ça va être. Tu l'as fait une dizaine de fois à différents débits, tu pourrais presque écrire sur le topo, ben, en tel débit, c'est faisable. Mais, tu sais, c'est un truc qu'il y a quelqu'un qui fait au Sénécan. Ben, premièrement, ça prend plus de pratique au Québec, plus de pratique autonome, parce que ça, c'est pas une chute à l'aide, par exemple, ou les canyons que Jérôme et Samuel ils ont exploré, ben, c'est pas. C'est de la pratique autonome qui va là. C'est pas des gens payés. Là, Non. Pas des guides payés. Non. Puis à chaque fois qu'on va y aller, on va prendre le débit puis on va l'associer à un niveau de difficulté du canyon, puis ça va aller, puis on va être capable de dire, OK, dans telle fourchette, c'est praticable, sécuritaire, dans telle fourchette, c'est sportif, dans telle fourchette, il ne faut pas y aller. Puis peut-être aussi à un point, c'est quoi la saison pratique du canyon au Québec? Souvent, mais c'est trop tôt, ça va plutôt être juin, juillet, août. Puis avec l'automne, septembre, octobre, c'est loin des fois avant que les pluies arrivent, mais c'est pas mal ça. Là. Voilà, c'est Jean-Baptiste, c'est pas évident. Après ça, ben, il y a la température de l'eau aussi. Bon, c'est ça. Au jeu d'abulle, tu peux avoir juste le fun wetsuit à certains moments en fin d'été, mais tu montes le site de Charlevoix, puis c'est froid tout le temps. Et si tu t'en vas en Gaspésie, ben là, ça se peut que ça soit juste début juillet, là, tu peux y aller. Non. Ouais, et en fait, pas tant. Ouais, c'est ça. Il faisait froid quand on est sorti de la chute là. Le lendemain matin, là, c'est de la pluie. Ah non, c'est de la grêle, il faisait à peu près 0 là. Quand c'est réveillé le lendemain matin. C'est ça la météo au Québec, il n'y a pas de réel. Ben, à Matane, c'est ça. Au mois d'août, là, fin août. Oui, c'est ça. Ah, mais il faisait pas loin de 0. Oui, il faisait 0 le lendemain matin. C'est ça le Québec. Oui, c'est ça. Surtout là-bas. On n'est pas à Montréal. Dans les shake-shops. Oui, dans les shake-shops, c'est ça. Pour ceux qui se questionnent sur les formations de l'EQSC, là, on travaille sur l'horaire dans 2 semaines. On va commencer à travailler dessus en rencontre. Mais sinon, allez sur le site internet de Spéléo Québec, dans la section École québécoise de spéléologie et de canyonisme. Il va y avoir plein d'informations sur nos différentes formations. Puis également mes courriels pour poser vos questions. Donc la formation Canyon, c'est une formation sur 2 week-ends, mais il y a un préalable, un prérequis pour suivre cette formation-là, qui est la première formation de spéléo, les techniques sur corde de spéléo. Donc être capable de descendre sur corde, mais aussi de remonter, passer des fractionnements avec l'équipement. Donc après ça, quand on arrive en canyoning, on peut déjà passer à l'étape suivante où on montre plus des techniques débrayable et tout ça, puis comment on installe la corde, qui est de façon différente de la spéléo. Mais vous êtes déjà capable de descendre sur la corde puis de remonter surtout
dans les portées sauvetage à quelqu'un ou peu importe. C'est d'accord avec le Normalement, on prévoit l'horaire en conséquence qu'un des premiers stages qui est donné dans l'été, c'est le premier stage V1. Donc, au mois de mai, il y aurait, par exemple, la formation requise, puis après ça, juin, juillet, ça serait les 2 week-ends canadiens. C'est le plan de match. C'est en cours, ça va sortir bientôt. C'est ça?